La matinale RCF, le grand invité. La grand-messe de l'agriculture est lancée. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris, inauguré par le président Macron. L'agriculture française confrontée à de nombreux et importants défis. Changement climatique impactant les récoltes, coûts de production rendus plus importants par une inflation soutenue. Dans ce contexte, quelle agriculture française pour demain et avec quels agriculteurs? La moitié a aujourd'hui plus de 55 ans. On en parle ce matin avec vous, Bruno Guerre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Chambre d'agriculture France. Je le disais, des défis nombreux. Chaque salon de l'agriculture est l'occasion aussi de faire le point sur l'état du monde agricole en France. Et cette année, un mot revient sur toutes les bouches, celui de souveraineté. Pourquoi ? Parce que cette souveraineté alimentaire, qui était un peu l'apanage de la France, on a la chance de vivre dans un pays tempéré avec donc un climat qui permet une belle agriculture et la France produisait la majorité de ce qu'elle consommait. Elle était même exportatrice sur pas mal de productions et depuis pas mal d'années maintenant, on se rend compte qu'on ne produit plus assez et qu'on est obligé d'importer une part importante de notre alimentation. Est-ce une situation qui s'améliore d'année en année ? Plutôt qui se détériore, effectivement. On a des secteurs où on n'imaginait pas devoir importer, comme la volaille par exemple, ou les fruits, les légumes. Aujourd'hui, un légume sur deux transformé vient d'un autre pays européen. Donc effectivement, cette souveraineté alimentaire, elle est interrogée. À quoi est-elle due cette baisse de la souveraineté ? Alors, beaucoup de facteurs viennent expliquer, et c'est pas des facteurs, qui arrivent comme ça. Il y a des facteurs plus anciens, par exemple. Pendant des années, la France a souffert d'un coût de sa main-d'œuvre qui était plus importante que celle d'autres pays en Europe. C'est un des exemples. Aujourd'hui également, un des problèmes qui vient impacter notre souveraineté, c'est les règles et les normes environnementales, puisque en France, on a un peu la manie de faire de la surtransposition des règles qui s'appliquent à tous les agriculteurs en Europe, ce qui fait qu'on est moins compétitif, voire dans certaines productions, on est dans une impasse totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger les cultures. Voilà. Je vais vous prendre juste un exemple. C'est vrai qu'il faut juste peut-être expliquer ça avant de prendre cet exemple. C'est que la France s'autorise à importer des produits qui ont été cultivés avec des intrants qui sont interdits chez nous, ce qui paraît aberrant. C'est effectivement un des combats qui est mené. On appelle ça les clauses miroirs. C'est-à-dire on impose aux États les mêmes règles pour les productions qui nous exportent que pour les productions françaises, mais en fait ça n'est pas le cas. Et déjà par exemple en Europe on est sur un marché ouvert, donc on est obligé quelque part d'accepter les produits des autres pays européens, même si leur production n'est pas faite dans les mêmes conditions que celle en France. Voilà. Sur quelle production, par exemple, ça peut avoir un effet ? Par exemple, alors on parle beaucoup, alors c'est pas encore arrivé, mais par rapport à la betterave, par exemple, il y a toute une polémique autour d'un insecticide qui s'appelle le néonicotinoïde. Donc c'est un insecticide qui tue les abeilles. Non, alors oui, qui a un effet sur les abeilles. Mais là, on pourrait parler des abeilles, parce que le problème des abeilles, malheureusement, n'est pas qu'un problème unifactoriel, c'est un problème multifactoriel. Mais effectivement, ce produit peut avoir un impact par rapport aux abeilles. Donc les produits sont interdits, ou en tout cas, il y avait une programmation pour leur interdiction. Et en fait, cette dérogation qui permettait d'utiliser encore vient d'être annulée. Or, dans certains pays d'Europe, soit ils continuent d'utiliser en payant des pénalités, soit ils ont encore d'autres produits qui sont homologués pour tuer les pucerons qui viennent apporter cette maladie, alors qu'en France, c'est des produits qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Donc les producteurs français sont dans une impasse. Pour quelles raisons s'est-on mis dans cette impasse ? Est-ce que la France a voulu jouer peut-être au bon élève en se mettant aux meilleurs standards internationaux et en fait ça revient comme un boomerang ? C'est souvent ce qu'on dit. La France veut passer pour bon élève, voire même parfois être donneuse de leçons. Et donc vis-à-vis des autres pays européens, et quand on donne des leçons, forcément on est scruté aussi un peu plus attentivement.
Donc voilà, c'est vrai que ça met l'agriculture dans des situations, et c'est pas récent, hein, ça fait des années que c'est comme ça, dans une situation où aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas produire, enfin on ne peut pas produire la production dont on a besoin. Je vais citer un autre exemple, on a beaucoup parlé de la moutarde, tout le monde a pleuré la moutarde. Au moment de la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de moutarde. En fait, on n'a pas de graines de moutarde parce que les traitements qui permettent de protéger ces graines de moutarde n'existent plus ou sont plus compliqués, plus chers, et donc les agriculteurs abandonnent ce type de production. Et donc les agriculteurs abandonnent ça. Pour quelle raison? Quelle est la cause racine de ce syndrome du bon élève? Est-ce que c'est un pouvoir politique qui a voulu se faire bien voir dans la géopolitique internationale? Est-ce que c'est les agriculteurs ou certains agriculteurs, notamment des agriculteurs bio, qui ont poussé pour avoir telle ou telle contrainte forte en France? Qu'est-ce qui spécifiquement a fait que la France se retrouve aujourd'hui dans cette impasse dont vous parlez? Je pense que la cause environnementale est une cause qui est importante, mais qui est parfois caricaturée, exagérée, mais par contre qui sait mettre une pression forte sur les pouvoirs publics. Donc je pense que la cause principale, elle est là. Les pouvoirs publics sont parfois tétanisés par rapport à des pressions qui peuvent arriver, bien relayées aussi. Donc voilà, c'est pour moi une raison principale. Un autre exemple de cette pression qui s'exerce aujourd'hui, c'est par rapport à la question de l'eau. Un autre phénomène qui explique la baisse de production chez nous, en France, c'est que on n'a plus construit de stockage de réserves d'eau depuis des années. C'est extrêmement compliqué parce que la pression est très forte. Et même quand, par exemple, ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, toutes les règles ont été respectées. Les dossiers ont été montés de manière à ce que les intérêts des uns et des autres soient entendus, etc. Vous parlez du projet de bassine. Hein. Il y a un projet de bassine et de Sèvres pour faire une retenue d'eau très importante. Et il y a notamment des manifestations avec très importantes, c'est relatif. Hein. Voilà. Mais il y a donc des manifestations avec des militants écologiques locaux qui s'insurgent contre ce projet-là. Et donc qui mettent une pression et finalement qui tétanise un peu les pouvoirs publics parce que cette pression, elle est forte. Mais malheureusement, ça se fait vraiment au détriment des consommateurs parce qu'aujourd'hui, ils ne le savent pas, mais ils consomment des produits qu'ils ne souhaitent pas ou que leurs législateurs ne souhaitent pas qu'on produise chez nous. C'est le paradoxe. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'interdire? Parce que quand on entend cette chose aberrante qui est que la France autorise d'importer des produits qu'on ne s'autoriserait pas à produire chez nous, qu'est-ce qui fait qu'on n'interdit pas ces produits à l'importation? Alors, c'est tout simplement le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la difficulté que connaissent les Français, hein, autour de cette question du pouvoir d'achat fait que on recherche évidemment à s'alimenter tous les jours. Tous les jours, on mange 3 fois par jour. Et on est attentif. Et le consommateur n'est pas prêt non plus il s'est fixé un budget pour son alimentation qui n'a fait que baisser par rapport aux loisirs, au téléphone portable, à tout ce qui est télévision, etc. Et donc, ce qui reste pour l'alimentation a baissé. Et aujourd'hui, le consommateur n'est pas prêt à changer cette habitude de fonctionner. Donc, si on ne pouvait pas importer ces produits, le coût de l'alimentation serait évidemment beaucoup plus important. Nous sommes avec Bruno Guerre, directeur général adjoint de Chambre d'Agriculture France, pour revenir avec lui sur ce salon de l'agriculture qui commence. Salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les agriculteurs qui connaissent une pyramide des âges très étonnante, très inquiétante même, puisque plus de la moitié des agriculteurs aujourd'hui ont plus de 55 ans. Quels sont les enjeux pour les agriculteurs de demain? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui rendre ce métier plus attractif? C'est effectivement un enjeu vraiment crucial. Remplacer pratiquement la moitié d'une population dans les 10 ans qui viennent, c'est vraiment un défi qui est colossal.
Vous avez déjà donné la bonne expression, comment donner envie. Pour donner envie, il faut, quand on a un projet économique, il faut donner des perspectives. Il faut qu'un jeune qui s'installe, il sache qu'il va pouvoir vivre de son métier. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un empilement de réglementation. Les agriculteurs sont relativement décriés. Alors, globalement, quand on interroge les Français sur les agriculteurs, ils aiment les agriculteurs, ils le disent. Mais dès qu'il y a des... Mais par ailleurs, il y a cette forte pression dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'environnement. On les traite souvent... On dit qu'en France, il y a des fermes-usines. C'est un non-sens. L'agriculture française, c'est une agriculture familiale. Pourtant, les agriculteurs sont aussi les fers de lance du changement climatique. Ils ont peut-être aussi entre leurs mains les moyens du changement, puisque l'agriculture, ça a un impact fort sur l'environnement. Et s'ils changeaient de méthode, eh bien, on peut aussi changer beaucoup l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Alors effectivement, par rapport à comment donner envie, c'est aussi traiter ces questions par rapport au changement climatique qui met les agriculteurs dans une incertitude totale. Aujourd'hui, les sécheresses qu'on vit ont des impacts énormes sur la production. Donc les agriculteurs sont à la fois victimes de ce changement climatique, mais ils peuvent aussi contribuer à l'atténuer avec le stockage carbone. Donc effectivement, c'est un gros enjeu alors pour nous aussi, Chambre d'agriculture France, et les chambres d'agriculture qui sont dans tous les départements, c'est faire en sorte que les agriculteurs appréhendent ce changement climatique et on travaille avec eux à trouver des solutions. Souvent, ils ont même des idées de nouvelles productions. Par exemple, c'est peut-être un peu exagéré, mais on plante des vignes en Île-de-France. Donc, on s'adapte au changement. C'est-à-dire que désormais, on va pouvoir faire du vin en Île-de-France. Les agriculteurs plantent des vignes. Alors, c'est anecdotique pour le moment, mais et donc, les agriculteurs cherchent des solutions et nous, les chambres d'agriculture, on est à leur côté pour voir si les projets sont tenables, etc. Et puis, bien entendu, il y a un autre sujet très important et moins anecdotique, c'est celui du stockage carbone. Et là aussi, on travaille énormément avec les agriculteurs pour qu'ils stockent le carbone, qu'ils aient des pratiques qui permettent de stocker du carbone. Et donc, justement, contribuer à ce meilleur équilibre au niveau et donc ces impacts sur le changement climatique, on voit aussi le monde agricole qui souffre, hein. C'est un monde en souffrance, il y a des suicides d'agriculteurs plus que dans d'autres professions. Justement, est-ce que ce motif d'espérance en disant voilà, on peut être acteur du changement climatique, on peut être aussi au plus proche de la terre, c'est aussi des motifs d'attraction pour les agriculteurs qui seront peut-être les agriculteurs de demain? Oui. Et effectivement, souvent les agriculteurs sont exaspérés par des caricatures. Ils sont exaspérés quand on a plus de compassion pour les loups que pour les éleveurs qui sont victimes de ces attaques de loups. Enfin, voilà, il y a une pression qui peut être forte. Et à côté de ça, je pense, enfin moi qui travaille avec les agriculteurs depuis des années, que ils ont beaucoup à nous apprendre et à apprendre à notre société. L'agriculteur, il sait ce qu'est la notion du temps, le temps long, alors qu'on est dans une société qui est dans l'instant. Tout doit arriver très vite, j'appuie sur un bouton, ça marche. L'agriculteur, pour produire, il faut 6 mois quand on met la graine dans le sol et la récolte. Quand on élève un veau pour qu'il devienne une vache, il faut 3 ans. Enfin, voilà, on apprend le rapport au temps, on apprend le rapport au climat, au changement des saisons. Au changement des saisons, etc. Puis c'est un secteur où aussi la notion de solidarité est très très forte. Donc c'est eux qui ont inventé les coopératives. Voilà. Donc effectivement, on a beaucoup à apprendre des agriculteurs. Et il y a beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux et j'invite vos auditeurs à les suivre parce qu'ils parlent de leur métier avec leur tripes. Il n'y a pas d'agence de com derrière eux. Ils le font avec leur tripes et ils expliquent la réalité de leur métier, bien loin des caricatures de certains. Et c'est leur quotidien en toute simplicité. Merci beaucoup Bruno Guerre, directeur général adjoint de Chambre d'agriculture France, d'avoir été ce matin l'invité de RCF.